Et si je vous disais que ce que vous recherchez le plus, la paix, le sens, la clarté, ne se cache pas dans des temples secrets, ni dans des livres rares, mais dans quelque chose d'aussi simple que le flux d'une rivière. Et si le mystère le plus profond de l'existence ne pouvait être expliqué par des mots, mais seulement ressenti, comme le vent qui effleure votre peau sans jamais être vu, c'est là la première provocation du Tao. Une énigme qui commence par briser nos certitudes. Le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Imaginez commencer un livre par cette déclaration, le plus beau piège intellectuel et spirituel jamais écrit. Il ne s'agit pas seulement de poésie, c'est une façon de désarmer l'esprit. Car si tous les concepts que nous formulons sont limités, comment pouvons-nous toucher ce qui est illimité? C'est là la tension initiale. Nous sommes habitués à croire que plus nous comprenons, plus nous nous rapprochons de la vérité. Mais le Tao nous montre le contraire. Plus nous essayons de l'attraper avec les mains de la raison, plus il nous échappe comme de l'eau entre les doigts. L'eau d'ailleurs est le premier symbole du Tao. Douce, souple, obéissant au relief, mais en même temps indestructible. Aucun mur ne résiste autant face à la patience d'un courant. Aucun rocher ne reste intact après des siècles d'érosion. L'eau gagne précisément parce qu'elle ne lutte pas. Cette image provoque un choc. Et si la véritable force ne résidait pas dans la rigidité, mais dans la reddition, dans un monde qui nous apprend dès notre plus jeune âge à rivaliser, à vaincre, à résister, comment accepter que la plus grande puissance de l'univers réside simplement dans le fait de suivre le courant? Un micro-conflit inévitable surgit alors. Si vivre en douceur est si puissant, pourquoi presque personne n'y parvient? Pourquoi notre esprit insiste-t-il pour résister, imposer, contrôler? La réponse se trouve peut-être dans ce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous faisons déjà partie de ce flux, que nous n'avons pas besoin de courir après ce qui nous traverse déjà. C'est peut-être pour cela que Laozi, le vieux maître à qui l'on attribue le Tao Te Ching, a choisi la métaphore du vase vide. Le vase n'est utile que parce qu'il est vide. Le silence n'est fécond que parce qu'il n'a pas besoin de se justifier. Mais comment accepter le vide dans une culture qui nous pousse à tout remplir? Remplir le temps de tâches, remplir le cœur de désirs, remplir l'esprit de certitude. Le vide nous effraie-t-il parce qu'il nous ramène à ce que nous sommes quand il ne reste plus rien d'autre que l'être? Pendant que vous écoutez ces mots, vous pouvez remarquer que le vent n'a pas besoin de permission pour souffler. La fleur ne se demande pas si elle doit fleurir ou non. L'eau ne perd pas de temps à se poser des questions sur son destin. Tout est simplement. Et dans ce « simplement être », il y a une liberté que nous, les humains, expérimentons rarement. Peut-être parce que notre intelligence est devenue une prison. Notre esprit est capable de tout nommer, mais en nommant, il sépare. En séparant, il crée des frontières qui n'existent pas dans le flux de la vie. Le Tao commence précisément là où les frontières se dissolvent. Il est une invitation au retour, non pas à un voyage extérieur, mais à un souvenir. Il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose de nouveau, mais de revenir à ce qui était déjà en nous avant le nom, avant l'histoire, avant l'identité. Un lieu silencieux, antérieur à la pensée elle-même. Mais est-il possible de vivre ainsi dans un monde où règne tant de bruit, d'exigence et de pression? Comment se connecter à ce mystère invisible sans abandonner nos responsabilités? C'est là que le voyage devient encore plus intrigant. Le Tao n'exige pas l'isolement, ne demande pas de temple, n'impose pas de renoncements radicaux. Il s'épanouit précisément dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans le simple fait de respirer, de cuisiner, de marcher ou d'écouter. Chaque geste peut être une porte, mais seulement si nous sommes prêts à voir au-delà de l'évidence. Voici une autre provocation. Et si la plus grande révolution spirituelle n'était pas d'accumuler plus de connaissances, mais de se débarrasser de l'excès, vider l'esprit des bagages inutiles et découvrir la dignité de simplement exister? C'est inconfortable, je sais, parce que nous sommes accros à nous définir, à prouver notre valeur, à conquérir quelque chose qui nous justifie. Mais peut-être que la vérité est plus radicale. Peut-être n'y a-t-il rien à justifier. Vous êtes déjà, vous coulez déjà. La rivière n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle coule. Elle coule, tout simplement. Ainsi, la première leçon du Tao est aussi la première friction interne. Accepter que le mystère ne peut être expliqué. Et pourtant,
restez ouvert à lui. Ce n'est pas une réponse qui arrive, c'est une présence qui naît. Et tout au long de ce voyage que nous commençons ensemble, nous découvrirons que ce paradoxe, vivre entre l'inexplicable et l'inévitable, est précisément ce qui maintient le Tao en vie depuis plus de 2 millénaires. Mais après tout, qui a osé écrire un livre qui commence par nier la possibilité même d'être expliqué? Qui était ce maître qui, face à la corruption de son époque, a choisi de monter un buffle et de disparaître à la frontière, ne laissant derrière lui que 5000 mots qui ont traversé les siècles? C'est le mystère qui nous attend dans la prochaine partie. Imaginez vivre à une époque où la tyrannie dictait chaque aspect de la vie, où la sagesse était étouffée par le poids des dirigeants autoritaires et où parler de simplicité était presque une hérésie. Tel était le contexte de la Chine ancienne, au XVIe siècle avant Jésus-Christ, où apparaît l'une des figures les plus mystérieuses et les plus influentes de l'histoire spirituelle, Laozi, le vieux maître. Nous savons peu de choses sur sa vie, et c'est peut-être précisément ce silence autour de sa biographie qui rend ses paroles encore plus vivantes. C'est comme si l'homme avait disparu pour que sa voix reste éternelle. On raconte que Laozi occupait un poste respecté au sein du gouvernement, s'occupant des archives impériales. Un homme qui vivait entouré de papiers, de registres et de lois, symbole du contrôle humain sur la vie. Mais chaque jour, en observant la corruption des dirigeants et la rigidité des structures sociales, il se rendait compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Comment trouver la vérité dans un monde obsédé par les titres, le prestige et les conquêtes? Cette question résonne encore aujourd'hui dans nos propres vies. Combien de fois nous retrouvons-nous entourés de tâches, d'obligations et d'exigences, mais au fond, nous sentons que rien de tout cela ne nous apporte la paix. Laozi a fait l'impensable. Il a démissionné. Il a abandonné son poste, laissé derrière lui les fastes du pouvoir et est parti dans une charrette tirée par un buffle vers l'inconnu. Cette image, un vieil homme, fatigué du poids de la société, traversant les champs en quête de silence, est un miroir pour tous ceux d'entre nous qui ont déjà rêvé de tout abandonner, qui n'a jamais eu envie d'éteindre son téléphone portable, de laisser ses problèmes derrière lui et de prendre la route sans se retourner. Le geste de Laozi touche une plaie universelle. Nous sommes prisonniers de systèmes qui nous promettent la sécurité, mais qui nous volent notre liberté intérieure. À la frontière de la province, cependant, une surprise l'attendait. Un garde, qui reconnut le maître, lui imposa une condition inhabituelle. Il ne pourrait poursuivre son voyage que s'il laissait par écrit sa sagesse. 3 jours plus tard, Laozi revient avec un petit manuscrit d'environ 5000 mots, le Tao Te Ching, ou le livre de la voix et de la vertu. Puis il disparaît. On n'entend plus jamais parler de lui. N'est-il pas curieux de penser que les mots les plus influents de la philosophie chinoise n'existent peut-être que parce qu'un simple garde a osé demander « écrivez avant de partir » ? C'est comme si le destin avait placé un dernier obstacle, non pas pour arrêter Laozi, mais pour garantir que sa voix nous parvienne. Qu'y a-t-il dans ce livre pour qu'il résiste depuis plus de 2 millénaires? Tout d'abord, l'audace de renverser nos certitudes. Le Tao Te Ching n'est pas un manuel de règles, mais un miroir qui nous renvoie des questions. Il nous montre que la force réside dans la douceur, que le vide est plus utile que le plein, que le silence peut être plus puissant que n'importe quel discours. Pensez au verre d'eau. C'est l'espace vide à l'intérieur qui nous permet d'étancher notre soif. Pensez au repos d'un corps épuisé. C'est le silence de la nuit qui restaure le cœur. Dans notre vie quotidienne, combien de fois oublions-nous d'apprécier ce qui ne se voit pas? C'est là que l'histoire de Laozi se connecte directement à la nôtre. Il ne parlait pas d'un monde lointain, mais de la vie simple. Cuisiner sans se presser, marcher sans destination, regarder le ciel sans vouloir l'expliquer. Le Tao nous invite à redécouvrir le pouvoir de l'ordinaire. À quand remonte la dernière fois où vous avez bu un verre d'eau en pleine conscience, en sentant la vie traverser votre corps? À quand remonte la dernière fois où vous avez marché sans vous presser, juste pour sentir le vent sur votre visage? Les petits gestes deviennent des portails vers quelque chose d'infini. Mais il y a un conflit inévitable. Si la simplicité est si puissante, pourquoi la compliquons-nous autant? Peut-être parce que la société nous apprend à rechercher la reconnaissance, le statut et le contrôle. Laozi a rejeté tout cela parce qu'il savait que la véritable liberté ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le vide. C'est une leçon inconfortable pour nous
qui avons grandi en croyant que « avoir plus » est synonyme de « être plus ». Mais si c'était exactement le contraire, et si l'excès nous éloignait de l'essence, le Tao Te Ching est né comme un cri silencieux contre l'oppression. C'était un appel à résister, non pas avec des épées, mais avec sa présence. À vaincre non pas en imposant, mais en cédant. Pour trouver un sens non pas dans la grandeur extérieure, mais dans le retour à l'intérieur. Laozi savait qu'un empire peut brûler des livres, détruire des temples, punir des rebelles, mais qu'il ne peut effacer le silence de ceux qui vivent simplement en harmonie avec le flux de la vie. Et peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous déjà fait l'expérience de cela. À ce moment où vous vous êtes arrêté au milieu de la course effrénée et où vous avez senti le coucher du soleil, dans l'étreinte inattendue qui a désarmé votre angoisse, au moment où vous vous êtes tu devant la beauté d'une musique. C'est dans ces instants que le Tao touche notre vie sans demander la permission. Maintenant, imaginez l'impact de ces idées sur une société marquée par la guerre et le contrôle politique. Il n'est pas surprenant que, peu de temps après, l'enseignement de Laozi se soit répandu et donné naissance au taoïsme et ait inspiré des millions de personnes. Mais avant de nous plonger dans la manière dont cette philosophie est devenue une tradition, il faut réfléchir. Si un seul homme, monté sur un buffle, a été capable de défier l'Empire avec rien d'autre que des mots écrits en silence, que pouvons-nous faire aujourd'hui, dans notre propre vie, lorsque nous choisissons de vivre dans la simplicité? Si cette question a déjà éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette réflexion se perdre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui, selon vous, ont également besoin de respirer un peu plus librement. Chacun de vos gestes contribue à maintenir en vie ce pont entre le monde et l'être. Laozi nous a laissé son livre. Ensemble, nous pouvons entretenir la flamme. Peu après le départ silencieux de Laozi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ces mots ne sont pas restés prisonniers du manuscrit remis à la frontière. Le Tao Te Ching a commencé à résonner comme un souffle invisible, traversant les générations, inspirant des disciples et façonnant ce qui allait plus tard être appelé le taoïsme. Ce qui a commencé comme une philosophie discrète s'est transformé en un mouvement spirituel capable de défier des empires et de traverser les millénaires. Mais comment un texte aussi bref, comptant à peine plus de 5000 mots, a-t-il pu devenir un fondement de vie pour des millions de personnes? La réponse réside peut-être dans sa simplicité radicale. Le Tao n'offre pas de dogme, n'exige pas de temples luxueux ni de rituels complexes. Il invite à vivre en harmonie avec la nature, à cultiver le silence et à reconnaître que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Cette idée semble évidente, mais réfléchissez. Combien de fois avez-vous réellement réussi à vivre une journée sans précipitation, sans compétition, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? N'est-ce pas précisément là que réside le défi? Des siècles plus tard, le taoïsme a pris forme avec des maîtres tels que Zhuangzi, qui a porté les enseignements de Laozi vers de nouveaux sommets. Il utilisait des paraboles et des histoires qui, à première vue, semblaient absurdes, mais cachaient une profonde sagesse. Dans l'une de ces histoires, Zhuangzi rêve qu'il est un papillon. À son réveil, il ne sait pas s'il est un homme qui a rêvé d'être un papillon ou un papillon qui a rêvé d'être un homme. Une rupture de la logique? Oui. Mais aussi une question dérangeante. Qui sommes-nous réellement? Êtes-vous le rôle que vous jouez tous les jours? Ou y a-t-il quelque chose au-delà de cela? Et cela ne s'arrête pas là. Le taoïsme ne s'est pas limité au domaine des idées. Il est devenu une pratique concrète, façonnant la manière dont les gens traitèrent leur corps, leur respiration et même leur santé. Des pratiques de méditation, des arts martiaux internes et des exercices de respiration ont vu le jour et influencent encore aujourd'hui des disciplines modernes telles que le tai chi et le qigong. Ce qui semblait n'être qu'une philosophie s'est avéré être un moyen d'harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle question. Avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui, ne sommes-nous pas toujours en quête de la même harmonie que celle que les anciens recherchaient dans les montagnes de Chine? Mais le taoïsme ne s'est pas arrêté à la sérénité. Il est également devenu une résistance culturelle. À une époque où le confucianisme dictait que l'ordre social était tout, que les devoirs et les hiérarchies devaient dominer la vie, le taoïsme disait le contraire. Libérez-vous.
Soyez simple. Ne luttez pas pour vous démarquer. Ne vous laissez pas emprisonner par des titres ou des obligations qui étouffent l'âme. Un tel message ne semble-t-il pas incroyablement actuel dans un monde où nous sommes jugés sur nos CV, nos diplômes et nos chiffres sur les réseaux sociaux? Dans quelle mesure notre vie est-elle encore guidée par des règles invisibles que nous n'avons pas choisies? Le taoïsme a également introduit un concept qui a traversé les cultures et qui reste vivant aujourd'hui, le yin et le yang. Deux opposés, mais jamais ennemis. La nuit et le jour, le froid et la chaleur, le féminin et le masculin. Non pas comme des forces en guerre, mais comme des compléments qui n'ont de sens qu'ensemble. Pensez au cœur humain. Il ne bat que parce qu'il se contracte et se dilate. S'il n'y avait que la force ou que la douceur, il n'y aurait pas de vie. Maintenant, dites-moi, combien de fois essayons-nous de vivre uniquement dans un extrême? Seulement le travail, ou seulement les loisirs, seulement la raison, ou seulement l'émotion, seulement donner, ou seulement recevoir. Ce déséquilibre ne serait-il pas à l'origine de tant de conflits internes que nous portons en nous? Et il y a encore quelque chose de surprenant. Au cœur de la philosophie taoïste se trouve l'idée que la réalité l'emporte toujours. Vous pouvez discuter, théoriser, imposer des règles, mais la vie coule au-delà des concepts. C'est comme essayer de discuter avec la mer. Elle ne répond pas, elle avance et recule simplement à son rythme éternel. C'est peut-être pour cela que Laozi disait que toute discussion sur la réalité est déjà erronée. Ce qui importe, ce n'est pas de gagner des débats, mais d'apprendre à s'harmoniser avec ce qui est déjà. Question inévitable. La plupart de nos angoisses ne naissent-elles pas précisément de notre résistance à ce que nous ne pouvons pas contrôler? Les vertus taoïstes sont également simples et désarmantes. Compassion, modération et humilité. Imaginez ce que seraient nos relations si, au lieu d'essayer de prouver qui a raison, nous pratiquions davantage la compassion. À quoi ressemblerait notre vie si nous apprenions à dire « ça suffit » face à l'excès, en vivant avec modération? Et qu'est-ce qui changerait dans notre société si l'humilité était célébrée autant que l'arrogance est affichée? Ces questions ne sont pas purement théoriques. Ce sont des invitations pratiques qui peuvent transformer même les conflits les plus quotidiens, qu'il s'agisse d'une dispute familiale ou de tensions dans un environnement de travail. Le plus curieux, c'est que pour le taoïsme, rien de tout cela ne demande d'efforts particuliers. Il ne s'agit pas de créer un « moi meilleur », mais de revenir à ce que nous sommes déjà. C'est comme nettoyer un miroir qui était couvert de poussière. L'image a toujours été là, elle était simplement cachée. Mais combien d'entre nous ont le courage de nettoyer cette poussière sans craindre ce que nous allons voir se refléter? Le taoïsme n'est donc pas une invitation à fuir la réalité, mais à s'y plonger. Il nous rappelle que la vie est déjà suffisante, que la simplicité peut être grandiose, et que la véritable révolution se produit lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur et commençons à percevoir à l'intérieur. C'est peut-être là la plus grande surprise. Le chemin n'est pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Ce n'est pas une conquête, c'est un retour. Et tandis que nous réfléchissons à cela, la question qui ouvre la partie suivante se pose. Si cette philosophie si simple et en même temps si profonde a traversé les siècles, comment a-t-elle résonné face à d'autres traditions spirituelles et à d'autres maîtres qui cherchaient également la vérité? La réponse peut révéler que, dans différents coins du monde, il y avait une même vague d'éveil. Et si je vous disais qu'un livre écrit il y a plus de 2500 ans est toujours plus vivant que le journal que vous avez lu hier? Cela semble impossible, mais c'est exactement ce qui se passe avec le Tao Te Ching. Alors que les mots modernes vieillissent en quelques mois, les vers de Laozi traversent les siècles sans perdre de leur fraîcheur. Pourquoi? Le secret réside peut-être dans le fait qu'il ne s'adresse pas seulement à l'intellect, mais aussi au silence qui existe en chacun de nous. Mais c'est là que surgit la première tension. Comment quelque chose d'aussi ancien peut-il nous toucher à l'ère des téléphones portables, des réseaux sociaux et de la précipitation? Pouvons-nous encore entendre ce qui est éternel au milieu du bruit de l'instant présent? C'est précisément cette inquiétude que des auteurs modernes comme Eckhart Tolle aident à répondre. Tolle ne se contente pas de lire le Tao Te Ching, il le vit comme un guide quotidien. Pour lui, ce n'est pas un ouvrage de philosophie distant, mais une carte pratique pour la vie quotidienne. Imaginez un livre que vous ouvrez à n'importe quelle page, et où vous trouvez soudain une phrase
qui illumine votre moment le plus difficile. Le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao éternel. En lisant cela, vous ne recevez pas d'explication toute faite, mais une invitation à vous arrêter, à respirer et à ressentir. Mais comment ressentir quelque chose qui ne peut être expliqué? C'est le paradoxe qui trouble l'esprit et, en même temps, ouvre la porte de la conscience. C'est peut-être pour cela que les enseignements de Laozi ont trouvé un écho dans tant d'endroits différents. À la même période historique, Bouddha marchait en Inde, Mahavira fondait le jaïnisme, Zoroastre diffusait ses visions en Perse et, en Grèce, Héraclite parlait du flux constant de la réalité. N'est-il pas curieux que, à différents endroits de la planète, des maîtres aient émergé pour pointer vers la même vérité invisible? S'agit-il d'une coïncidence ou sommes-nous face à une vague mondiale d'éveil? Cette question est plus qu'historique, elle nous interpelle aujourd'hui. Si à cette époque, sans Internet, sans moyens de communication, différentes cultures sont parvenues à des intuitions similaires, qu'est-ce que cela révèle sur la nature humaine? Et c'est là qu'intervient un autre micro-conflit. Nous, les modernes, avec toute notre technologie, avons-nous vraiment réussi à aller plus loin qu'eux? Ou sommes-nous simplement plus distraits? Laozi disait que le vide est un potentiel pur. Bouddha parlait du silence comme d'un chemin. Héraclite voyait le feu comme le symbole de l'éternel devenir. Aujourd'hui, cependant, nous vivons entourés d'excès, d'informations, d'opinions, de bruit. Comment accéder au silence dans un monde qui semble en avoir peur? Eckhart Tolle insiste sur le fait que la clé est simple, être présent. Cela semble facile, mais essayez pendant quelques secondes de ne pas vous perdre dans des pensées sur hier ou demain. L'esprit s'agite rapidement, crée du bruit, invente des préoccupations. Le Tao, tout comme Tolle, pointe vers ce geste presque impossible. Vivre le présent sans s'accrocher au passé, ni anticiper l'avenir. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vivre en pilote automatique, à réagir sans vous en rendre compte, comme s'il s'agissait d'un simple réflexe conditionné? Et si la véritable liberté ne consistait pas à faire plus, mais à cesser de réagir? Un autre point intrigant est la façon dont le Tao Te Ching brise notre logique avec des paradoxes. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. À première vue, cette phrase semble simplement contradictoire, mais elle devient un miroir inconfortable. Combien de fois parlons-nous pour combler les silences, mais au fond, nous n'avons rien de réel à dire? Combien de fois utilisons-nous les mots comme des masques pour cacher notre propre manque de clarté? Le Tao nous invite à quelque chose de rare, se taire pour écouter. Mais pas écouter le monde extérieur, plutôt la présence silencieuse qui habite en nous. Pouvez-vous passer quelques minutes sans recourir à votre téléphone portable, en observant simplement votre respiration? Ou ressentez-vous déjà l'envie de combler le vide avec plus de stimuli? C'est le conflit qui maintient le Tao en vie. Il ne nous offre pas de certitude, il nous déstabilise. Ce n'est pas un manuel de réponse, mais une invitation à habiter la question. Et ce faisant, il nous rend quelque chose que nous avons oublié, la dimension du mystère. Dans une société qui cherche à tout contrôler, le Tao nous rappelle que tout ne peut pas être contrôlé. C'est peut-être pour cela que Tolle et tant d'autres maîtres contemporains voient dans cet ouvrage un trésor intemporel. Parce qu'il ne nous parle pas du monde extérieur, mais de ce qui se passe lorsque nous nous tournons vers l'intérieur. Mais ici surgit une autre provocation. Sommes-nous prêts à affronter ce miroir intérieur? Car dans le silence, nous ne trouvons pas seulement la paix, nous trouvons aussi nos peurs, nos ombres, notre vulnérabilité. Le Tao ne promet pas un confort immédiat, mais une transformation profonde. Et toute transformation exige de traverser des zones d'inconfort. Êtes-vous prêt à affronter ce processus? Pendant que nous réfléchissons à cela, une dernière curiosité. De nombreux chercheurs affirment que si le Tao Te Ching était écrit aujourd'hui, il serait rejeté par les éditeurs. Trop court, trop paradoxal, sans explication claire. Et pourtant, il a survécu pendant 25 siècles. Cela ne prouve-t-il pas que le véritable pouvoir d'une œuvre ne réside pas dans la logique, mais dans sa capacité à ouvrir un espace intérieur? Peut-être que le secret du Tao est justement celui-ci. Il n'explique pas, il suggère. Il ne retient pas, il libère. Il ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et voici la question qui nous fera avancer. Si le Tao reste aussi vivant et nécessaire, comment pouvons-nous intégrer ces enseignements dans la vie pratique d'aujourd'hui, dans nos relations,
au travail, dans la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. C'est le voyage que nous commencerons à explorer dans la prochaine partie, lorsque le Tao cessera d'être seulement une philosophie pour devenir une pratique incarnée. Et si je vous disais que le véritable pouvoir n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui sait rester silencieux? C'est le défi que nous lance le Tao. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être vu, reconnu, applaudi. Mais le Tao insiste sur quelque chose de déconcertant. Le véritable maître gouverne sans imposer, agit sans s'affirmer, transforme sans chercher à s'attribuer le mérite. Cela semble contre-intuitif. Après tout, on nous a appris que le succès vient de la démonstration de résultats, de la preuve constante de qui nous sommes. Mais n'est-ce pas précisément cette course sans fin qui nous éloigne de notre véritable essence? Le Tao nous invite à essayer une autre voie, dirigée par l'exemple invisible. Un dirigeant, disait Laozi, n'est pas celui que tout le monde craint, ni celui que tout le monde idolâtre. Le plus élevé est celui dont la présence est à peine remarquée, car il agit en harmonie avec le flux de la vie. Cela semble étrange à nos oreilles modernes. Comment respecter quelqu'un qui ne se met pas en avant? Comment faire confiance à quelqu'un qui ne recherche pas le pouvoir? Mais c'est là que réside le conflit. N'est-ce pas précisément la soif de reconnaissance qui transforme les leaders en tyrans et les voisins en ennemis? Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé pris dans de petites disputes, essayant de prouver que vous aviez raison dans une discussion? Combien de fois avez-vous réalisé qu'en imposant votre volonté, vous perdiez votre paix intérieure? Le Tao nous montre que la véritable victoire n'est pas de vaincre l'autre, mais de se vaincre soi-même. Mais comment appliquer cela dans des situations concrètes, dans un environnement de travail compétitif, dans une relation usée, dans une famille marquée par de vieilles querelles? Le Tao répond avec simplicité: pratiquez la compassion, la modération et l'humilité. Des vertus qui semblent fragiles, mais qui sont les véritables clés pour transformer l'impossible. Et ici surgit une curiosité déconcertante. Même les empereurs de Chine, habitués au pouvoir absolu, ont été influencés par le Tao dans leur quête d'immortalité, d'harmonie et de sagesse. Même eux ont compris que la tyrannie ne soutient pas la vie. Mais si même un empereur pouvait reconnaître les limites du contrôle, pourquoi croyons-nous encore que nous pouvons tout dominer? Les personnes, les circonstances, voire le temps. Cette arrogance ne serait-elle pas à l'origine de notre anxiété moderne? Un autre point fort du Tao réside dans la reconnaissance de l'interdépendance. Il enseigne que notre conscience n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais tout ce qui nous entoure. Lorsque nous nous déconnectons de notre source intérieure, la nature elle-même en souffre. Laozi nous avait déjà averti. Lorsque l'homme s'éloigne du Tao, le ciel s'assombrit, la terre tombe malade, les rivières se révoltent. Aujourd'hui, lorsque nous observons les crises environnementales, nous voyons que ce n'était pas une métaphore, mais une prophétie. La question qui se pose est simple. Comment espérer un équilibre extérieur si nous vivons dans un déséquilibre intérieur constant? Le Tao nous rappelle également que la vie est impermanente. Tout change, tout se dissout, rien n'est fixe. Cette constatation peut effrayer, mais elle libère aussi. Car si rien ne dure, les douleurs, les échecs, les peurs que nous portons ne durent pas non plus. Mais parvenons-nous vraiment à vivre en gardant cela à l'esprit? Combien de fois nous attachons-nous à des situations, des personnes et des rôles comme s'ils étaient éternels? Le Tao nous incite à lâcher prise, à laisser aller, à ne pas porter de bagages inutiles. Mais qui d'entre nous a le courage de vider ses mains pour accueillir la nouveauté? Au quotidien, vivre le Tao peut être aussi simple que de prendre une profonde inspiration avant de réagir à une provocation. Cela peut être de regarder quelqu'un dans les yeux sans se presser. Cela peut être de cuisiner non pas pour impressionner, mais pour nourrir. Chaque geste peut devenir sacré lorsqu'il est vécu en pleine conscience. Et pourtant, combien de fois préférons-nous compliquer les choses, courir, accumuler? Le conflit est clair. Nous recherchons la paix, mais nous insistons pour vivre d'une manière qui ne fait que générer du bruit. Le Tao ne demande pas l'isolement, mais l'incarnation. Il s'épanouit lorsque nous sommes présents dans la vie quotidienne, lorsque nous aimons sans imposer, lorsque nous aidons sans contrôler, lorsque nous travaillons sans nous définir par le travail. C'est dans cette attitude silencieuse que surgit le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne s'affiche pas, mais qui transforme tout ce qui l'entoure. Et au fond, c'est ce qui nous interpelle le plus.
Croire que nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour que tout trouve sa place. Croire qu'il existe un ordre invisible qui soutient la vie. Croire que nous pouvons être comme l'eau, douce mais irrésistible. Mais comment vivre cette confiance dans un monde qui insiste pour nous pousser vers la précipitation, la peur et le besoin de prouver notre valeur? C'est la question qui nous mène directement à la dernière partie de notre voyage. Car le Tao ne s'arrête pas à la théorie. Il se révèle au moment où nous lâchons prise et revenons à l'essentiel. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en même temps, c'est ici que tout commence. Dès la première phrase, le Tao nous a incités à abandonner nos certitudes et à habiter le mystère. Nous avons traversé la vie de Lao Tzu, la naissance du Tao Te Ching, l'émergence du taoïsme, les interprétations des maîtres au fil des siècles et l'application pratique de cette voie dans notre vie quotidienne. Et maintenant, face à tout cela, la question inévitable demeure. Que faire de cette connaissance? Comment transformer les réflexions en vie, les mots en expérience, la sagesse en pratique? La réponse ne réside pas dans un concept supplémentaire, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, la présence. Le Tao nous a enseigné que la véritable force n'est pas rigide, mais flexible comme l'eau, que le véritable leadership n'est pas bruyant, mais silencieux et compatissant, que la sagesse ne consiste pas à accumuler, mais à se vider de l'excès, et, par-dessus tout, que le chemin n'est pas de conquérir quelque chose de nouveau, mais de revenir à ce qui a toujours été en nous. Si, à un moment donné de cette